Bonjour. Ces derniers temps, j'ai retrouvé une passion que j'avais perdue depuis plusieurs mois, même quelques années, qui était en fait la lecture. Donc j'ai décidé de commencer ce nouveau concept de vidéo qui est en fait, à chaque fois que je lis 10 romans, je vous en parle. Ça va être sous forme de top 10 et comme je le dis à chaque fois, c'est mon avis personnel, donc faut pas le prendre personnel. La secte des égoïstes d'Éric Emmanuel Schmitt. Même s'il est 10e, ça veut pas dire que je l'ai pas aimé, je l'ai même beaucoup aimé, c'est juste que c'est pas celui qui m'a le plus marqué. Ce roman parle d'une philosophie un peu égoïste. En fait, on suit quelqu'un qui va tomber sur cette philosophie-là et il va essayer d'en apprendre plus, même s'il reste vraiment pas beaucoup de traces du philosophe qui a un peu lancé cette philosophie-là. Il va essayer d'en savoir plus jusqu'à en devenir complètement obsédé, littéralement. La philosophie dont on parle, on dit qu'elle est égoïste parce qu'en fait, les gens qui pensent un peu qu'ils sont comme le dieu du monde. Dans le sens que si toi, tu regardes cette vidéo en ce moment-là, c'est parce que lui ou son inconscient l'a décidé. Ouais, j'avoue, c'est un peu spécial. En fait, toi, t'es le fruit de mon imagination. T'es pas... Tu vis dans ma tête un peu. C'est un livre qui fait réfléchir, mais pas trop longtemps non plus. J'ai beaucoup aimé ma lecture, mais mettons qu'il m'a pas fait voir le monde d'une différente façon. Qui vous prouve, docteur Malin, que vous êtes bien ici et non dans votre fauteuil ou votre lit? Qui vous garantit, monsieur l'ingénieur Godard, que vous êtes vraiment en train de boire, fumer et plaisanter avec vos amis et que vous ne rêvez pas, plutôt, que cela vous arrive? Certes, vous pouvez nous toucher, direz-vous, et vous pincez vous-même, mais dans le théâtre de nos nuits, nous sentons, goûtons, tâtons, comme dans le jour. Nous croyons prendre de vraies calèches, monter de vrais chevaux, consommer de la vraie viande, embrasser de vraies femmes. Or, il n'y a là, le matin nous l'apprend, que vapeur d'imagination. Mais ne peut-on pas rêver qu'on se réveille? Et se réveille-t-on jamais de la vie? Le zèbre d'Alexandre Jardin. Ce roman parle d'un couple plutôt spécial. On suit Gaspard et sa femme Camille qui essaient de retrouver la petite flamme qu'ils ont perdue depuis un moment déjà. La passion, en gros. Alors Gaspard va tout simplement tout faire pour retrouver cette flamme, pour la rallumer. J'ai beaucoup aimé ce roman-là parce que ça dit beaucoup de réalité sur, en fait, les relations amoureuses. Il y a beaucoup de romans qui parlent du début des relations, comment ils se sont rencontrés, comment ils tombent amoureux, les enfants, le mariage et tout ça. Mais il n'y en a pas beaucoup qui parlent de la fin de la relation. Quand ils commencent un peu à perdre la passion, quand ils sont moins attirés l'un vers l'autre, mais qu'il y a quand même une autre forme d'amour. C'est en fait de cet amour-là qu'on parle dans ce roman-là. Et c'est ça que j'ai aimé. Et c'est assez comique de la façon que Gaspard s'y prend, en fait, pour essayer de rallumer la petite flamme, pour reconquérir sa femme Camille, dans le fond. Et c'est un roman qui m'a touché à plusieurs moments. Bref, je vous invite à découvrir cette œuvre par vous-même. Le Passager de Patrick Sénécal. C'est un livre assez différent de ce qu'on a eu à date, parce que c'est un thriller. Mais attendez-vous quand même à avoir beaucoup de Patrick Sénécal dans les vidéos à venir, parce que c'est mon auteur préféré, donc certainement que je vais lire ses livres, et relire ses livres, et relire ses livres. Voilà. Donc de quoi ça parle? Ça parle d'Étienne. Étienne, il vient de se séparer de sa blonde, il se sent seul. Puis il vient aussi d'accepter un nouveau poste de littérature à un cégep plutôt loin de chez eux. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de routes à faire pour aller à son travail et à chaque fois, il croise le même autostoppeur qui lève son pouce, qui attend que quelqu'un l'embarque. Et donc au début, il l'ignore, mais à force de le voir, il décide de le faire embarquer dans son auto. Ça va vite devenir son nouveau passager, comme dit le titre. Je vous en dis pas plus, mais attendez-vous pas à une relation d'amour qui découvre en fait que depuis 6 années, il est gay, ou qu'il trouve son nouveau best friend. Non, c'est pas ça, c'est un polar noir, donc effectivement, le gars qui embarque dans son auto, il est un peu fucké. Je vous laisse découvrir par vous-même pourquoi je dis qu'il est fucké. Donc c'était une relecture, je l'avais déjà lu, mais ça fait toujours plaisir de le relire. Donc bref, si vous aimez tout ce qui est thriller, en plus c'est très court, donc je vous l'invite à mettre une petite lecture d'une fin de semaine et tout. L'écume des jours de Boris Vian. C'est un livre qui m'a quand même beaucoup touché. En fait, l'histoire d'amour qu'il y a dedans m'a beaucoup touché. On ressent vraiment la sincérité de cet amour-là. Je sais pas trop comment en fait donner un petit résumé sans trop spoiler, mais on suit en gros Colin qui veut vraiment rencontrer la femme de sa vie, qui cherche l'amour. Et il finit par la trouver. Et c'est Camille. Oui, une autre Camille. Je vous confirme que leur amour est magnifique, mais est aussi magnifiquement triste. Il y a aussi un côté fantastique que j'ai beaucoup aimé. De plus en plus que ça devient triste, de plus en plus que l'univers change un peu. Vous allez voir, si vous êtes intéressé par le livre-là, vous allez comprendre après ce que j'essaie de dire. Bref, c'est un classique et je vous le conseille. Le monde de Sophie de Justin Garder. Ce roman-là, je savais pas où le mettre dans le top, en fait, parce que je suis quand même mitigée. C'est clairement un chef-d'œuvre. Donc là, vous vous dites, pourquoi tu es mitigé de base si tu dis que c'est un chef-d'œuvre? Si vous vous intéressez à la philosophie, c'est clairement un livre que vous devez lire. Et si vous voulez commencer à vous intéresser à la philosophie, c'est clairement le meilleur livre pour commencer, comme je l'ai fait. Mais avant de vous expliquer un peu pourquoi je suis mitigée,
Laissez-moi vous parler un peu de quoi ça parle plus précisément. On suit Sophie, une jeune fille de 14 ans qui va recevoir une lettre un jour d'un fameux Alberto. Puis Alberto, ça va vite devenir son ami, mais aussi son professeur de philosophie. Donc on suit en fait les aventures de Sophie tout en ayant un cours de philosophie à travers le personnage d'Alberto. On passe vraiment à travers plein d'époques et de philosophes différents. J'en mets quelques exemples ici. J'ai trouvé ça génial parce que ensuite, tu peux voir en fait quelle philosophie t'intéresse plus, quel philosophe t'intéresse plus, et ça peut te guider vers les prochains livres que tu vas lire après. C'est d'ailleurs suite à la lecture de ce roman-là que j'ai découvert le livre qui est en numéro 1 de cette vidéo. Donc vous allez le voir plus tard. Donc c'est vraiment génial, comme j'ai dit, qu'on parle de tous ces philosophes différents-là, mais c'est aussi pour cette raison-là que j'étais mitigée. Parce que quand il y avait un philosophe dont j'aimais sa philosophie, donc sa philosophie m'intéressait plus, je lisais le chapitre d'une traite et c'était très facile. Mais quand il y avait un philosophe dont ce qu'il racontait me rejoignait moins, j'avais tendance à me faire chier un peu. Donc c'est pour ça que je ne savais pas où le mettre. Mais c'est vraiment juste pour cette raison-là, parce que clairement, sinon c'est un incontournable. Il y a aussi une histoire, c'est pas juste un cours de philosophie, il y a aussi une histoire très intéressante. Donc si vous vous intéressez de près ou de loin à la philosophie, c'est un très bon livre. 51-50 Rue des Hommes de Patrick Sénécal. Je vous l'ai dit, il y en aura beaucoup. Mais quoi, c'est la saison, on est en automne, automne égale Halloween, Halloween égale horreur, donc égale Patrick Sénécal. Donc 51-50 Rue des Hommes, c'est en fait l'adresse d'une maison où vit une famille plutôt très particulière en fait. Le père est obsédé par la justice et par le jeu d'échecs en fait. Et en plus, il y a des sauts d'humeur qui font en sorte que tu ne sais jamais comment il va réagir à telle ou telle situation. Donc il fait assez peur le bonhomme. La mère de famille, elle, est vraiment très très religieuse et très très dévouée à son mari aussi, au point qu'elle s'est perdue elle-même. Et c'est d'ailleurs mon personnage préféré parce qu'elle est très touchante. Ce couple assez particulier a eu 2 filles, donc la plus petite, Anne, qui fixe le vide tout le temps, qui est d'un état catatonique, aucune émotion dans sa face, vraiment comme ça tout le temps en fait. Mais quand même moins pire que la plus vieille parce qu'elle, est vraiment folle, elle est pire que son père. Puis un jour, Yannick Bérubé, il tombe dans la mauvaise rue, devant la mauvaise maison, puis il décide d'aller chercher de l'aide au 51-50 Rue des Hommes. Puis il va voir quelque chose qu'il ne devait pas voir, ce qui va faire qu'ils vont l'enfermer dans cette maison. Cette histoire a 2 narrateurs. Il y a Yannick Bérubé, dont on suit un peu, il écrit un peu un journal, c'est tout ce qu'il peut faire de sa journée, écrire, puisqu'il est enfermé. Donc on va sombrer, on voit qu'il sombre de plus en plus dans la folie. Mais il y a aussi l'autre narratrice qui est en fait Maude, qui est la mère de famille, dont j'ai dit tantôt qui était mon personnage préféré. On suit son journal. Il y a des parties de son journal et on va savoir pourquoi, à la fin, il y a des parties de son journal. Donc si vous aimez les livres d'horreur, les thrillers, c'est vraiment un incontournable. Puis il y a un film aussi, donc il a été adapté en film. Donc si vous êtes plus film, vous pouvez aller voir le film. Le docteur Rieu décida alors de rédiger le récit qui s'achève ici, pour ne pas être de ceux qui se taisent, pour témoigner en faveur des pestiférés, pour laisser du moins un souvenir de l'injustice et de la violence qui leur avait été faite, et pour dire simplement ce qu'on apprend au milieu des fléaux, qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. La peste d'Albert Camus. S'il y a bien un roman dans ce top que je peux dire que c'est un chef-d'œuvre, c'est bien celui-là. Ça m'a touché, clairement, c'est un livre qui m'a beaucoup touché. Et de différentes façons, à différents endroits. J'aime beaucoup sa façon qu'il a d'écrire et la façon qu'il écrit ses personnages, surtout. Ils ont vraiment une essence, une personnalité, puis ils ont leurs qualités, mais aussi leurs défauts. Je trouve qu'il fait des personnages très, très humains. Donc clairement, je pense que j'ai pas besoin de dire de quoi ça parle précisément. C'est clairement de la peste. Chaque personnage réagit d'une différente façon face au fléau. Et aussi, on apprend à comprendre pourquoi chaque personnage réagit de telle façon ou de telle façon. Je me rappelle en fait d'un passage qui m'a plus marqué, qui m'a plus touché que les autres. C'est en fait, à un moment donné, il va tester un remède sur un enfant d'amis. D'habitude, il ne teste pas ça sur des enfants. Je pense qu'il testait ça sur genre des prisonniers ou des condamnés à mort, quelque chose comme ça. Et en fait, le petit garçon, il va survivre plus longtemps. Donc techniquement, le remède il a un peu marché de ce côté-là. Sauf que ça a juste fait en fait qu'il a souffert plus longtemps. D'habitude, ça dure 1 ou 2 heures, mais là, ça a duré, je pense, une demi-journée, 12 heures. Et il a souffert vraiment beaucoup. Et au final, il est mort pareil. Donc, c'est sûr qu'il se sent coupable, le médecin. C'était très triste, j'ai failli pleurer. Puis c'est rare que je pleure avec des livres. Bref, c'est vraiment un incontournable. Si vous voulez commencer par Camus, je ne commencerai pas par lui. Mais peut-être le deuxième comme moi.
Donc, L'étranger, d'Albert Camus. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain. Sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. Plutôt spécial, mais je dois l'avouer que ça m'a plutôt accroché. Ensuite, c'est le rythme du livre qui m'a accroché, parce que c'était un peu comme le début, tout le temps comme ça. Des phrases courtes, saccadées, avec pas beaucoup d'émotion. Comme le personnage principal d'ailleurs. Il n'est pas très sensible, c'est pas le plus sensible gars au monde. Donc c'est de la narration à la première personne, donc on est vraiment dans la tête du personnage. Un jour, il va tout simplement être impliqué dans une bagarre. Il va sortir son fusil, puis il va tirer. Puis après, ça va faire de lui un assassin tout simplement. Et il va finir par être condamné à mort pour ce qu'il a fait. Suite à ça, on suit un peu sa descente aux enfers. Ce qui se passe dans sa tête. Puis honnêtement, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent comme ça quand on dit qu'ils sont condamnés à mort. Je pense pas que c'était... En fait, c'est clairement pas le gars le plus heureux dans la vie. Il a limite l'air d'accepter ça. Bref, je laisse découvrir ça. J'ai quand même beaucoup aimé, sincèrement. Je sais pas pourquoi, je saurais même pas vous dire pourquoi. Peut-être à cause, justement, que le personnage est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. L'existentialisme est un humanisme de Jean-Paul Sartre. Donc, c'est le livre, en fait, qui m'a le plus marqué, que j'ai le plus aimé lire dans mes 10 dernières lectures et aussi depuis très longtemps, en fait. Donc, je vais prendre sa phrase la plus connue et je vais essayer de vous l'expliquer. Comme ça va vous donner un peu une petite idée de quoi rencontre cet essai et aussi une petite partie de sa philosophie. L'existence précède l'essence. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer, donc comment moi je l'ai interprété. Donc, on va prendre l'exemple d'un crayon de papier, d'accord? Quand on a eu l'idée du crayon de papier, il n'existait pas encore. Avant même son existence, on savait à quoi il allait servir. Il allait servir à écrire sur du papier. C'est pour ça que pour le crayon de papier, son naissance précède son existence. Parce que son essence, en fait, c'était son utilité, donc d'écrire sur du papier, et on le savait avant son existence, avant qu'il existe. Mais nous, les êtres humains, c'est pas pareil. Avant qu'on arrive sur Terre, on ne sait pas forcément si on va être plus introverti ou extroverti, si on va être courageux, ambitieux, si on va devenir avocat, médecin, philosophe, ou je sais pas moi, comédien, ou si on va mourir à 90 ans, à 8 ans ou à 36 ans. On sait rien de tout ça, on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et encore, en ce moment, je sais pas ce que l'avenir me réserve. Et encore toi, en ce moment, tu sais pas ce qui va arriver demain. On sait pas, en fait, d'avance notre utilité et les traces qu'on va laisser à l'humanité. C'est pour ça que pour nous, notre existence précède notre essence, contrairement au crayon de papier, que son essence précède son existence. Donc, si ça vous a plu, en fait, cette petite explication vite fait, je vous invite à lire cet essai parce que c'est vraiment une petite partie de sa philosophie. Et surtout que c'est pas moi qui l'explique le mieux, c'était vraiment très bref. Et c'est vraiment une œuvre marquante, j'y pense quand même souvent. Je me dis, en fait, c'est quoi que j'ai envie de laisser comme trace à l'humanité? Et c'est quoi, j'ai envie que ça soit quoi mon essence? Donc voilà, je vous le conseille, très bon. C'est à l'homme de se créer lui-même. Il doit créer sa propre nature, son essence, parce qu'elle n'y est pas donnée au départ. C'est pourquoi se poser des questions sur le sens de la vie en général n'a aucun sens. Nous sommes en d'autres termes condamnés à improviser. Nous sommes ces acteurs qu'on a poussés sur scène sans qu'on leur ait distribué de rôles bien définis, sans manuscrit en main et sans souffleur pour nous murmurer ce que nous avons à faire. Nous seuls devons choisir comment nous voulons vivre. Mais quand l'être humain prend conscience de son existence, de la mort qui l'attend un jour, et qu'il ne trouve pas de signification à laquelle s'accrocher, il est saisi d'angoisse.